René Guénon, La crise du monde moderne. Chapitre 6. Le chaos social. Nous n'entendons pas, dans cette étude, nous attacher spécialement au point de vue social, qui ne nous intéresse que très indirectement, parce qu'il ne représente qu'une application assez lointaine des principes fondamentaux, et que, par conséquent, ce n'est point dans ce domaine que pourrait, en tout état de cause, commencer un redressement du monde moderne. Ce redressement, en effet, s'il était ainsi entrepris à rebours, c'est-à-dire en partant des conséquences au lieu de partir des principes, manquerait forcément de bases sérieuses et serait tout à fait illusoire. Rien de stable ne pourrait jamais en résulter, et tout serait à recommencer incessamment, parce qu'on aurait négligé de s'entendre avant tout sur les vérités essentielles. C'est pourquoi il ne nous est pas possible d'accorder aux contingences politiques, même en donnant à ce mot son sens le plus large, une valeur autre que celle de simples signes extérieurs de la mentalité d'une époque. Mais, sous ce rapport même, nous ne pouvons pas non plus passer entièrement sous silence les manifestations du désordre moderne dans le domaine social proprement dit. Comme nous l'indiquions tout à l'heure, personne, dans l'état présent du monde occidental, ne se trouve plus à la place qui lui convient normalement en raison de sa nature propre. C'est ce qu'on exprime en disant que les castes n'existent plus, car la caste, entendue dans son vrai sens traditionnel, n'est pas autre chose que la nature individuelle elle-même, avec tout l'ensemble des aptitudes spéciales qu'elle comporte et qui prédisposent chaque homme à l'accomplissement de telle ou telle fonction déterminée. Dès lors que l'accession à des fonctions quelconques n'est plus soumise à aucune règle légitime, il en résulte inévitablement que chacun se trouvera amené à faire n'importe quoi, et souvent ce pourquoi il est le moins qualifié. Le rôle qu'il jouera dans la société sera déterminé non pas par le hasard qui n'existe pas en réalité, mais par ce qui peut donner l'illusion du hasard, c'est-à-dire par l'enchevêtrement de toutes sortes de circonstances accidentelles. Ce qui y interviendra le moins, ce sera précisément le seul facteur qui devrait compter en pareil cas. Nous voulons dire les différences de nature qui existent entre les hommes. Note de bas de page. Ce que les hommes appellent le hasard, c'est simplement leur ignorance des causes. Si l'on prétendait, en disant que quelque chose arrive par hasard, vouloir dire qu'il n'y a pas de cause, ce serait là une supposition contradictoire en elle-même. Retour au texte. La cause de tout ce désordre, c'est la négation de ces différences elles-mêmes, entraînant celle de toute hiérarchie sociale, et cette négation, d'abord, peut être à peine consciente et plus pratique que théorique, car la confusion des castes a précédé leur suppression complète, ou, en d'autres termes, on s'est mépris sur la nature des individus avant d'arriver à n'en plus tenir aucun compte. Cette négation, disons-nous, a été ensuite érigée par les modernes en pseudo-principe sous le nom d'égalité, entre guillemets. Il serait trop facile de montrer que l'égalité ne peut exister nulle part, pour la simple raison qu'il ne saurait y avoir deux êtres qui soient à la fois réellement distincts et entièrement semblables entre eux sous tous les rapports. Et il ne serait pas moins facile de faire ressortir toutes les conséquences absurdes qui découlent de cette idée chimérique, au nom de laquelle on prétend imposer partout une uniformité complète, par exemple en distribuant à tous un enseignement identique, comme si tous étaient pareillement aptes à comprendre les mêmes choses, et comme si, pour les leur faire comprendre, les mêmes méthodes convenaient à tous indistinctement. On peut d'ailleurs se demander s'il ne s'agit pas plutôt d'apprendre, entre guillemets, que de comprendre, entre guillemets, vraiment. C'est-à-dire si la mémoire n'est pas substituée à l'intelligence dans la conception toute verbale et livresque, entre guillemets, de l'enseignement actuel, où l'on ne vise qu'à l'accumulation de notions rudimentaires et hétéroclites, et où la qualité est entièrement sacrifiée à la quantité, ainsi que cela se produit partout dans le monde moderne, pour des raisons que nous expliquerons plus complètement par la suite. C'est toujours la dispersion dans la multiplicité. Il y aurait, à ce propos, bien des choses à dire sur les méfaits de l'instruction obligatoire, entre guillemets, mais ce n'est pas le lieu d'insister là-dessus, et pour ne pas sortir du cadre que nous nous sommes tracés, nous devons nous contenter de signaler en passant cette conséquence spéciale des théories égalitaires, entre guillemets, comme un de ces éléments de désordre qui sont aujourd'hui trop nombreux, pour qu'on puisse même avoir la prétention de les énumérer sans en omettre aucun. Naturellement, quand nous nous trouvons en présence d'une idée comme celle d'égalité, entre guillemets, ou comme celle de progrès, entre guillemets, ou comme les autres dogmes laïques, entre guillemets, que presque tous nos contemporains acceptent aveuglément et dont la plupart ont commencé à se formuler nettement au cours du XVIIIe siècle, il ne nous est pas possible d'admettre que de telles idées aient pris naissance spontanément.
Ce sont, en somme, de véritables suggestions, entre guillemets, au sens le plus strict de ce mot, qui ne pouvaient d'ailleurs produire leur effet que dans un milieu déjà préparé à les recevoir. Elles n'ont pas créé de toutes pièces l'état d'esprit qui caractérise l'époque moderne, mais elles ont largement contribué à l'entretenir et à le développer jusqu'à un point qu'il n'aurait sans doute pas atteint sans elles. Si ces suggestions venaient à s'évanouir, la mentalité générale serait bien près de changer d'orientation. C'est pourquoi elles sont si soigneusement entretenues par tous ceux qui ont quelque intérêt à maintenir le désordre, sinon à l'aggraver encore. Et aussi pourquoi, dans un temps où l'on prétend tout soumettre à la discussion, elles sont les seules choses qu'on ne se permet jamais de discuter. Il est d'ailleurs difficile de déterminer exactement le degré de sincérité de ceux qui se font les propagateurs de semblables idées, de savoir dans quelle mesure certains hommes en arrivent à se prendre à leurs propres mensonges et à se suggestionner eux-mêmes en suggestionnant les autres. Et même dans une propagande de ce genre, ceux qui jouent un rôle de dupes sont souvent les meilleurs instruments, parce qu'ils y apportent une conviction que les autres auraient quelque peine à simuler et qui est facilement contagieuse, mais derrière tout cela, et tout au moins à l'origine, il faut une action beaucoup plus consciente, une direction qui ne peut venir que d'hommes sachant parfaitement à quoi s'en tenir sur les idées qu'ils lancent ainsi dans la circulation. Nous avons parlé d'idées, entre guillemets, mais ce n'est que très improprement que ce mot peut s'appliquer ici, car il est bien évident qu'il ne s'agit aucunement d'idées pures, ni même de quelque chose qui appartienne de près ou de loin à l'ordre intellectuel. Ce sont, si l'on veut, des idées fausses, mais mieux vaudrait encore les appeler des pseudo-idées, entre guillemets, destinées principalement à provoquer des réactions sentimentales, ce qui est en effet le moyen le plus efficace et le plus aisé pour agir sur les masses. À cet égard, le mot a d'ailleurs une importance plus grande que la notion qu'il est censé représenter, et la plupart des idoles, entre guillemets, modernes, ne sont véritablement que des mots, car il se produit ici ce singulier phénomène connu sous le nom de verbalisme, entre guillemets, où la sonorité des mots suffit à donner l'illusion de la pensée. L'influence que les orateurs exercent sur les foules est particulièrement caractéristique sous ce rapport, et il n'y a pas besoin de l'étudier de très près pour se rendre compte qu'il s'agit bien là d'un procédé de suggestion tout à fait comparables à ceux des hypnotiseurs. Mais sans nous étendre davantage sur ces considérations, revenons aux conséquences qu'entraîne la négation de toute vraie hiérarchie, et notons que dans le présent état des choses, non seulement un homme ne remplit sa fonction propre qu'exceptionnellement, et comme par accident, alors que c'est le cas contraire qui devrait normalement être l'exception, mais encore, il arrive que le même homme soit appelé à exercer successivement des fonctions toutes différentes, comme s'il pouvait changer d'aptitude à volonté. Cela peut sembler paradoxal à une époque de spécialisation entre guillemets à outrance, et pourtant il en est bien ainsi, surtout dans l'ordre politique. Si la compétence des spécialistes entre guillemets est souvent fort illusoire, et en tout cas limitée à un domaine très étroit, la croyance à cette compétence est cependant un fait, et l'on peut se demander comment il se fait que cette croyance ne joue plus aucun rôle quand il s'agit de la carrière des hommes politiques, où l'incompétence la plus complète est rarement un obstacle. Pourtant, si l'on y réfléchit, on s'aperçoit aisément qu'il n'y a là rien dont on doive s'étonner, et que ce n'est en somme qu'un résultat très naturel de la conception démocratique, entre guillemets, en vertu de laquelle le pouvoir vient d'en bas et s'appuie essentiellement sur la majorité, ce qui a nécessairement pour corollaire l'exclusion de toute véritable compétence, parce que la compétence est toujours une supériorité, au moins relative, et ne peut être que l'apanage d'une minorité. Ici, quelques explications ne seront pas inutiles pour faire ressortir d'une part les sophismes qui se cachent sous l'idée démocratique entre guillemets, et d'autre part les liens qui y rattachent cette même idée à tout l'ensemble de la mentalité moderne. Il est d'ailleurs presque superflu, étant donné le point de vue où nous nous plaçons, de faire remarquer que ces observations seront formulées en dehors de toutes les questions de parti et de toutes les querelles politiques, auxquelles nous n'entendons nous mêler ni de près ni de loin. Nous envisageons ces choses d'une façon absolument désintéressée, comme nous pourrions le faire pour n'importe quel autre objet d'étude, et en cherchant seulement à nous rendre compte aussi nettement que possible de ce qu'il y a au fond de tout cela, ce qui est du reste la condition nécessaire et suffisante pour que se dissipent toutes les illusions que nos contemporains se font à ce sujet. Là aussi, il s'agit véritablement de suggestions, entre guillemets, comme nous le disions tout à l'heure pour des idées quelque peu différentes, mais néanmoins connexes, et dès qu'on sait que ce n'est qu'une suggestion, dès qu'on a compris comment elle agit, elle ne peut plus s'exercer. Contre des choses de ce genre,
Un examen quelque peu approfondi et purement objectif, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui dans le jargon spécial qu'on a emprunté aux philosophes allemands, se trouve être bien autrement efficace que toutes les déclamations sentimentales et toutes les polémiques de partis qui ne prouvent rien et ne sont que l'expression de simples préférences individuelles. L'argument le plus décisif contre la démocratie, entre guillemets, se résume en quelques mots. Le supérieur ne peut émaner de l'inférieur, parce que le plus, entre guillemets, ne peut pas sortir du moins, entre guillemets. Cela est d'une rigueur mathématique absolue contre laquelle rien ne saurait prévaloir. Il importe de remarquer que c'est précisément le même argument qui, appliqué dans un autre ordre, vaut aussi contre le matérialisme. Il n'y a rien de fortuit dans cette concordance, et les deux choses sont beaucoup plus étroitement solidaires qu'il ne pourrait le sembler au premier abord. Il est trop évident que le peuple ne peut conférer un pouvoir qu'il ne possède pas lui-même. Le pouvoir véritable ne peut venir que d'en haut, et c'est pourquoi, disons-le en passant, il ne peut être légitimé que par la sanction de quelque chose de supérieur à l'ordre social, c'est-à-dire d'une autorité spirituelle. S'il en est autrement, ce n'est plus qu'une contrefaçon de pouvoir, un état de fait qui est injustifiable par défaut de principe et où il ne peut y avoir que désordre et confusion. Ce renversement de toute hiérarchie commence dès que le pouvoir temporel veut se rendre indépendant de l'autorité spirituelle, puis se la subordonner en prétendant la faire servir à des fins politiques. Il y a là une première usurpation qui ouvre la voie à toutes les autres, et l'on pourrait ainsi montrer que, par exemple, la royauté française, depuis le XIVe siècle, a travaillé elle-même inconsciemment à préparer la révolution qui devait la renverser. Peut-être aurons-nous quelque jour l'occasion de développer comme il le mériterait ce point de vue que, pour le moment, nous ne pouvons qu'indiquer d'une façon très sommaire. Si l'on définit la démocratie comme entre guillemets, comme le gouvernement du peuple par lui-même, c'est là une véritable impossibilité. Une chose qui ne peut pas même avoir une simple existence de fait, pas plus à notre époque qu'à n'importe quelle autre. Il ne faut pas se laisser duper par les mots, et il est contradictoire d'admettre que les mêmes hommes puissent être à la fois gouvernants et gouvernés, parce que, pour employer le langage aristotélicien, un même être ne peut être en acte, entre guillemets, et en puissance, entre guillemets, en même temps et sous le même rapport. Il y a là une relation qui suppose nécessairement deux termes en présence. Il ne pourrait y avoir de gouverné s'il n'y avait aussi des gouvernants, fussent-ils illégitimes, et sans autre droit au pouvoir que celui qu'ils se sont attribués eux-mêmes. Mais la grande habileté des dirigeants, dans le monde moderne, est de faire croire au peuple qu'il se gouverne lui-même, et le peuple se laisse persuader d'autant plus volontiers qu'il en est flatté, et que d'ailleurs il est incapable de réfléchir assez pour voir ce qu'il y a là d'impossible. C'est pour créer cette illusion qu'on a inventé le suffrage universel, entre guillemets. C'est l'opinion de la majorité qui est supposée faire la loi. Mais ce dont on ne s'aperçoit pas, c'est que l'opinion est quelque chose qu'on peut très facilement diriger et modifier. On peut toujours, à l'aide de suggestions appropriées, y provoquer des courants allant dans tel ou tel sens déterminé. Nous ne savons plus qui a parlé de fabriquer l'opinion, entre guillemets, et cette expression est tout à fait juste. Bien qu'il faille dire, d'ailleurs, que ce ne sont pas toujours les dirigeants apparents qui ont en réalité à leur disposition les moyens nécessaires pour obtenir ce résultat. Cette dernière remarque donne sans doute la raison pour laquelle l'incompétence des politiciens les plus en vue, entre guillemets, semble n'avoir qu'une importance très relative. Mais comme il ne s'agit pas ici de démontrer les rouages de ce qu'on pourrait appeler la machine à gouverner, entre guillemets, nous nous bornerons à signaler que cette incompétence même offre l'avantage d'entretenir l'illusion dont nous venons de parler. C'est seulement dans ces conditions, en effet, que les politiciens en question peuvent apparaître comme l'émanation de la majorité, étant ainsi à son image, car la majorité sur n'importe quel sujet, qu'elle soit appelée à donner son avis, est toujours constituée par les incompétents, dont le nombre est incomparablement plus grand que celui des hommes qui sont capables de se prononcer en parfaite connaissance de cause. Ceci nous amène immédiatement à dire en quoi l'idée que la majorité doit faire la loi est essentiellement erronée, car même si cette idée, par la force des choses, est surtout théorique et ne peut correspondre à une réalité effective, il reste pourtant à expliquer comment elle a pu s'implanter dans l'esprit moderne, quelles sont les tendances de celui-ci auxquelles elle correspond et qu'elle satisfait au moins en apparence. Le défaut le plus visible, c'est celui-là même que nous indiquions à l'instant, l'avis de la majorité ne peut être que l'expression de l'incompétence, que celle-ci résulte d'ailleurs du manque d'intelligence ou l'ignorance pure et simple,
On pourrait faire intervenir à ce propos certaines observations de psychologie collective, et rappeler notamment ce fait assez connu que dans une foule, l'ensemble des réactions mentales qui se produisent entre les individus composants aboutit à la formation d'une sorte de résultante qui est non pas même au niveau de la moyenne, mais à celui des éléments les plus inférieurs. Il y aurait lieu aussi de faire remarquer, d'autre part, comment certains philosophes modernes ont voulu transporter dans l'ordre intellectuel la théorie démocratique, entre guillemets, qui fait prévaloir l'avis de la majorité, en faisant de ce qu'ils appellent le consentement universel, entre guillemets, un prétendu critérium de la vérité, entre guillemets, en supposant même qu'il y ait effectivement une question sur laquelle tous les hommes soient d'accord. Cet accord ne prouverait rien par lui-même. Mais, en outre, si cette unanimité existait vraiment, ce qui est d'autant plus douteux qu'il y a toujours beaucoup d'hommes qui n'ont aucune opinion sur une question quelconque et qui ne se la sont même jamais posée, il serait en tout cas impossible de la constater en fait, de sorte que ce qu'on invoque en faveur d'une opinion et comme signe de sa vérité se réduit à n'être que le consentement du plus grand nombre, et encore en se bornant à un milieu forcément très limité dans l'espace et dans le temps. Dans ce domaine, il apparaît encore plus clairement que la théorie manque de base, parce qu'il est plus facile de s'y soustraire à l'influence du sentiment, qui au contraire entre en jeu presque inévitablement lorsqu'il s'agit du domaine politique, et c'est cette influence qui est un des principaux obstacles à la compréhension de certaines choses. Même chez ceux qui auraient par ailleurs une capacité intellectuelle très largement suffisante pour parvenir sans peine à cette compréhension, les impulsions émotives empêchent la réflexion, et c'est une des plus vulgaires habiletés de la politique que celle qui consiste à tirer parti de cette incompatibilité. Mais allons plus au fond de la question. Qu'est-ce exactement que cette loi du plus grand nombre qu'invoquent les gouvernements modernes et dont ils prétendent tirer leur seule justification? C'est tout simplement la loi de la matière et de la force brutale, la loi même en vertu de laquelle une masse entraînée par son poids écrase tout ce qui se rencontre sur son passage. C'est là que se trouve précisément le point de jonction entre la conception démocratique entre guillemets et le matérialisme entre guillemets. Et c'est aussi ce qui fait que cette même conception est si étroitement liée à la mentalité actuelle. C'est le renversement complet de l'ordre normal, puisque c'est la proclamation de la suprématie de la multiplicité comme telle, suprématie qui en fait n'existe que dans le monde matériel. Au contraire, dans le monde spirituel, et plus simplement encore dans l'ordre universel, c'est l'unité qui est au sommet de la hiérarchie, car c'est elle qui est le principe dont sort toute multiplicité. Mais lorsque le principe est nié ou perdu de vue, il ne reste plus que la multiplicité pure qui s'identifie à la matière elle-même. Note de bas de page. Il suffit de lire saint Thomas d'Aquin pour voir que numerus stat ex parte materiae. Deuxième note de bas de page. D'un ordre de réalité à l'autre, l'analogie, ici comme dans tous les cas similaires, s'applique strictement en sens inverse. Troisième note de bas de page. Cette tendance est celle que la doctrine hindoue appelle tamas, et qu'elle assimile à l'ignorance et à l'obscurité. On remarquera que, suivant ce que nous disions tout à l'heure sur l'application de l'analogie, la compréhension ou condensation dont il s'agit est à l'opposé de la concentration envisagée dans l'ordre spirituel ou intellectuel, de sorte que, si singulier que cela puisse paraître tout d'abord, elle est en réalité corrélative de la division et de la dispersion dans la multiplicité. Il en est d'ailleurs de même de l'uniformité réalisée par en bas, au niveau le plus inférieur, suivant la conception égalitaire entre guillemets, et qui est à l'extrême opposé de l'unité supérieure et principielle. Retour au texte. D'autre part, l'allusion que nous venons de faire à la pesanteur implique plus qu'une simple comparaison, car la pesanteur représente effectivement dans le domaine des forces physiques, au sens le plus ordinaire de ce mot, la tendance descendante et compressive, qui entraîne pour l'être une limitation de plus en plus étroite, et qui va en même temps dans le sens de la multiplicité figurée ici par une densité de plus en plus grande. Et cette tendance est celle-là même qui marque la direction suivant laquelle l'activité humaine s'est développée depuis le début de l'époque moderne. En outre, il y a lieu de remarquer que la matière, par son pouvoir de division et de limitation tout à la fois, est ce que la doctrine scolastique appelle le principe d'individuation, entre guillemets. Et ceci rattache les considérations que nous exposons maintenant à ce que nous avons dit précédemment au sujet de l'individualisme.
Cette même tendance dont il vient d'être question est aussi, pourrait-on dire, la tendance individualisante, entre guillemets, celle selon laquelle s'effectue ce que la tradition judéo-chrétienne désigne comme la chute, entre guillemets, des êtres qui se sont séparés de l'unité originelle. Note de bas de page. C'est pourquoi Dante place le séjour symbolique de Lucifer au centre de la Terre, c'est-à-dire au point où convergent de toutes parts les forces de la pesanteur. C'est à ce point de vue l'inverse du centre de l'attraction spirituelle ou céleste entre guillemets, qui est symbolisée par le soleil dans la plupart des doctrines traditionnelles. Retour au texte. La multiplicité envisagée en dehors de son principe, et qui ainsi ne peut plus être ramenée à l'unité, c'est, dans l'ordre social, la collectivité conçue comme étant simplement la somme arithmétique des individus qui la composent, et qui n'est en effet que cela dès lors qu'elle n'est rattachée à aucun principe supérieur aux individus. Et la loi de la collectivité sous ce rapport, c'est bien cette loi du plus grand nombre sur laquelle se fonde l'idée démocratique. Ici, il faut nous arrêter un instant pour dissiper une confusion possible. En parlant de l'individualisme moderne, nous avons considéré à peu près exclusivement ces manifestations dans l'ordre intellectuel. On pourrait croire que, pour ce qui est de l'ordre social, le cas est tout différent. En effet, si l'on prenait ce mot d'individualisme entre guillemets dans son acception la plus étroite, on pourrait être tenté d'opposer la collectivité à l'individu et de penser que des faits tels que le rôle de plus en plus envahissant de l'État et la complexité croissante des institutions sociales sont la marque d'une tendance contraire à l'individualisme. En réalité, il n'en est rien, car la collectivité, n'étant pas autre chose que la somme des individus, ne peut être opposée à ceux-ci, pas plus ailleurs que l'État lui-même conçu de la façon moderne, c'est-à-dire comme simple représentation de la masse, où ne se reflète aucun principe supérieur. Or, c'est précisément dans la négation de tout principe supra-individuel que consiste véritablement l'individualisme tel que nous l'avons défini. Donc, s'il y a dans le domaine social des conflits entre diverses tendances qui toutes appartiennent également à l'esprit moderne, ces conflits ne sont pas entre l'individualisme et quelque chose d'autre, mais simplement entre les variétés multiples dont l'individualisme lui-même est susceptible. Et il est facile de se rendre compte que, en l'absence de tout principe capable d'unifier réellement la multiplicité, de tels conflits doivent être plus nombreux et plus graves à notre époque qu'ils ne l'ont jamais été. Car qui dit individualisme dit nécessairement division, et cette division, avec l'état chaotique qu'elle engendre, est la conséquence fatale d'une civilisation toute matérielle, puisque c'est la matière elle-même qui est proprement la racine de la division et de la multiplicité. Cela dit, il nous faut encore insister sur une conséquence immédiate de l'idée démocratique entre guillemets, qui est la négation de l'élite entendue dans sa seule acception légitime. Ce n'est pas pour rien que démocratie, entre guillemets, s'oppose à aristocratie, ce dernier mot désignant précisément, du moins lorsqu'il est pris dans son sens étymologique, le pouvoir de l'élite. Aristocratie entre guillemets. Celle-ci, par définition en quelque sorte, ne peut être que le petit nombre, et son pouvoir, son autorité plutôt, qui ne vient que de sa supériorité intellectuelle, n'a rien de commun avec la force numérique sur laquelle repose la démocratie, dont le caractère essentiel est de sacrifier la minorité à la majorité, et aussi par là même, comme nous le disions plus haut, la qualité à la quantité, donc l'élite à la masse. Ainsi, le rôle directeur d'une véritable élite et son existence même, car elle joue forcément ce rôle dès lors qu'elle existe, sont radicalement incompatibles avec la démocratie entre guillemets, qui est intimement liée à la conception égalitaire entre guillemets, c'est-à-dire la négation de toute hiérarchie. Le fond même de l'idée démocratique entre guillemets, c'est qu'un individu quelconque envoie un autre, parce qu'ils sont égaux numériquement, et bien qu'ils ne puissent jamais l'être que numériquement. Une élite véritable, nous l'avons déjà dit, ne peut être qu'intellectuelle. C'est pourquoi la démocratie ne peut s'instaurer que là où la pure intellectualité n'existe plus, ce qui est effectivement le cas du monde moderne. Seulement, comme l'égalité est impossible en fait, et comme on ne peut supprimer pratiquement toute différence entre les hommes, en dépit de tous les efforts de nivellement, on en arrive, par un curieux illogisme, à inventer de fausses élites, d'ailleurs multiples, qui prétendent se substituer à la seule élite réelle, et ces fausses élites sont basées sur la considération de supériorité quelconque, éminemment relatives et contingentes, et toujours d'ordre purement matériel. On peut s'en apercevoir aisément en remarquant que la distinction sociale qui compte le plus dans le présent état des choses est celle qui se fonde sur la fortune, c'est-à-dire sur une supériorité toute extérieure et d'ordre exclusivement quantitatif, la seule en somme qui soit conciliable avec la démocratie entre guillemets,
parce qu'elle procède du même point de vue, parce qu'elle procède du même point de vue. Nous ajouterons du reste que ceux mêmes qui se posent actuellement en adversaire de cet état des choses, ne faisant intervenir non plus aucun principe d'ordre supérieur, sont incapables de remédier efficacement à un tel désordre. Si même ils ne risquent de l'aggraver encore en allant toujours plus loin dans le même sens, la lutte est seulement entre des variétés de la démocratie, accentuant plus ou moins la tendance égalitaire entre guillemets, comme elle est, ainsi que nous l'avons dit, entre des variétés de l'individualisme, ce qui d'ailleurs revient exactement au même. Ces quelques réflexions nous paraissent suffisantes pour caractériser l'état social du monde contemporain et pour montrer en même temps que, dans ce domaine aussi bien que dans tous les autres, il ne peut y avoir qu'un seul moyen de sortir du chaos, la restauration de l'intellectualité et, par suite, la reconstitution d'une élite qui actuellement doit être regardée comme inexistante en Occident, car on ne peut donner ce nom à quelques éléments isolés et sans cohésion qui ne représentent en quelque sorte que des possibilités non développées. En effet, ces éléments n'ont en général que des tendances ou des aspirations qui les portent sans doute à réagir contre l'esprit moderne, mais sans que leur influence puisse s'exercer d'une façon effective, ce qui leur manque, c'est la véritable connaissance. Ce sont les données traditionnelles qui ne s'improvisent pas, et auxquelles une intelligence livrée à elle-même, surtout dans des circonstances aussi défavorables à tous égards, ne peut suppléer que très imparfaitement et dans une bien faible mesure. Il n'y a donc que des efforts dispersés, et qui souvent s'égarent, faute de principe et de direction doctrinale. On pourrait dire que le monde moderne se défend par sa propre dispersion à laquelle ses adversaires eux-mêmes ne parviennent pas à se soustraire. Il en sera ainsi tant que ceux-ci se tiendront sur le terrain profane entre guillemets, où l'esprit moderne a un avantage évident, puisque c'est là son domaine propre et exclusif. Et, d'ailleurs, s'ils s'y tiennent, c'est que cet esprit a encore sur eux, malgré tout, une très forte emprise. C'est pourquoi tant de gens, animés cependant d'une incontestable bonne volonté, sont incapables de comprendre qu'il faut nécessairement commencer par les principes et s'obstinent à gaspiller leurs forces dans tel ou tel domaine relatif, social ou autre, où rien de réel ni de durable ne peut être accompli dans ces conditions. L'élite véritable, au contraire, n'aurait pas à intervenir directement dans ces domaines ni à se mêler à l'action extérieure. Elle dirigerait tout par une influence insaisissable ou vulgaire, et d'autant plus profonde qu'elle serait moins apparente. Si l'on songe à la puissance des suggestions dont nous parlions plus haut, et qui pourtant ne supposent aucune intellectualité véritable, on peut soupçonner ce que serait, à plus forte raison, la puissance d'une influence comme celle-là, s'exerçant d'une façon encore plus cachée en raison de sa nature même, et prenant sa source dans l'intellectualité pure, puissance qui d'ailleurs, au lieu d'être amoindrie par la division inhérente à la multiplicité et par la faiblesse que comporte tout ce qui est mensonge ou illusion, serait au contraire intensifiée par la concentration dans l'unité principielle et s'identifierait à la force même de la vérité.